Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Pour cet épisode aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'avoir un invité exceptionnel qu'on connaît et qu'on présente bien souvent dans le monde économique comme étant une personnalité des plus inspirantes en termes de performance durable et de management humaniste. Christopher Guérin, bonjour et merci Salut. d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Christopher, jusqu'au 13 octobre dernier, vous étiez le patron de Nexans, le CEO de Nexans. Pendant 7 ans, vous avez effectivement piloté ce groupe, qui est un groupe industriel français, le géant du câble industriel tel qu'on le dit, présent dans plus d'une quarantaine de pays, fort de 28 000 collaborateurs. Et vous l'avez plus que piloté, vous l'avez même redressé, je dirais, sans faire d'euphémisme, puisque quand vous êtes arrivé en 2018, l'excédent brut d'exploitation s'élevait autour de 325 millions, je crois, pour citer quelques chiffres. En 7 ans, vous l'avez plus que doublé, 2 fois et demi, puisque dernièrement, il était estimé à 804 millions. Le carnet de commandes s'est envolé de 1,4 milliard à 7,1 milliards sur les derniers chiffres. Et le cours de bourse a été multiplié par 7. Effectivement, je crois que la dernière cotation était autour de 115 € l'action. Votre secret, vous aimez, pour reprendre vos termes, dire que vous je cite, attaquez à la complexité pour revenir à l'essentiel. Vous aimez faire moins, mais faire mieux. On y reviendra, c'est un peu votre credo. Moins de clients, on va dire, dispersés, moins de produits redondants, moins de strates organisationnelles. Et puis tout ça, vous l'avez mis dans une méthode qu'on connaît bien, qui s'est vulgarisée, on va dire, à travers le modèle E3. On y reviendra également, vous nous expliquerez tout ça. Modèle que vous avez mis dans un livre très bien détaillé, avec subtilité, simplicité et finesse, pour aller dans le bon sens, aux éditions du Cherche Midi, paru en 2023. Ma première question, elle est simple. Beaucoup de gens de l'impact vous connaissent, mais certains de nos auditeurs et de nos auditrices vous connaissent pas forcément. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours? Comment on en arrive à piloter, à redresser un groupe comme Nexans? Quelle est votre trajectoire? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur votre histoire? Merci pour cette sympathique introduction. Moi, vous savez, les 25 premières années de ma vie, c'était un échec total. Il n'y avait pas de trajectoire du tout. J'étais un vrai cancre. J'ai commencé à décoller quand je suis arrivé en école de commerce. Mais c'était assez compliqué pour mes parents. Et c'est quand je suis parti en Angleterre et que je suis parti dans le commerce que je me suis un petit peu révélé. J'ai dit, voilà, ça c'est du concret. Je vois ce qu'on attend de moi et je vais me lâcher. Et je suis un pur produit industriel. J'ai démarré chez Linde, puis Feu Alcatel. Et Alcatel, à l'époque, dans les années début 2000, on était 180 000 personnes à travailler pour Alcatel. Et on ne parle plus d'Alcatel, la boîte a disparu aujourd'hui. J'ai rejoint, dans la partie d'Alcatel, il y avait le groupe Nexans, qui s'appelait Alcatel Câble à l'époque, qui a fait un spin-off en 2001. Et j'ai travaillé essentiellement dans le secteur de la métallurgie pour le groupe. Donc vraiment sur la fonderie de cuivre, sur des processus assez compliqués, très commoditisé, et puis avec des très faibles marges à l'époque. Et j'ai grandi au sein de Nexans. Nexans m'a apporté en fait la vision de 38 secteurs, de l'aéronautique à l'automobile, à la robotique, au réseau électrique, au médical et tout. Donc en fait, ça a alimenté énormément ma curiosité. Mais je voyais qu'il fallait avoir des approches un petit peu différentes. Et j'étais un peu l'homme de transformation et de crise chez Nexans pendant des années, puis jusqu'au jour en 2018 où c'était tout le groupe qui était en crise. Avec un cours de bourse, en effet, en fait, il a été multiplié par 7, mais parce qu'on partait de très bas quand même. On était à un cours de bourse aux alentours de 20 €. Au SBF 120, on était 119e, donc on était proche du delisting du SBF 120. Et une valeur d'entreprise qui n'a pas dépassé 800 millions d'euros à l'époque. Et on a perdu tous nos premiers rangs d'investisseurs. Ce qui était intéressant pour moi en 2018, c'est quand j'ai été nommé CEO, c'est qu'on avait un record de croissance. Un record de croissance, on avait fait plus 5%, mais un double avertissement financier. Et donc c'était certainement pour moi un symbole très fort pour dire aux équipes, vous voyez bien que même si on fait de la croissance, on fait du toujours plus, ce n'est pas toujours source de profitabilité. Et ce changement de paradigme, en fait, m'a beaucoup aidé à changer le groupe. Et donc, pour clore un peu ce qui s'est passé chez Nexans entre 2018 et 2025, en fait, c'est redressement et refondation, parce qu'en fait, on s'est recentré sur moins de clients, on va en parler, bien sûr, mais aussi sur moins de marchés. On est passé de 36 sous-secteurs à 4 pour se lever dans l'électrification durable, la transition énergétique,
avec le carnet de commandes que vous avez évoqué, qui a été multiplié par 7. Et puis voilà, bon, on a décidé de s'arrêter là avec le conseil d'administration, que moi je passe à autre chose et que passe avec un nouveau souffle. 7 ans, ça fatigue aussi. C'est des cycles de saison. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Là, c'est la fin, mais un groupe qui est fondamentalement en très bonne forme, très robuste et redressé. Donc voilà, je pars le cœur soulagé du travail accompli. Pour ça, on reviendra sur la suite, mais je reviens sur ce modèle que vous avez créé, c'est-à-dire que vous l'expliquez très bien dans la trajectoire. Effectivement, vous arrivez en 2018, le groupe est certes en train de croître, mais pas en très bonne santé d'un point de vue de la valeur. Comment vous arrive l'idée du modèle que vous appelez le modèle E3, fondé sur les 3 piliers, vous allez l'expliquer probablement, environnement, économie et engagement. Comment ça naît? Ça naît du constat, vous avez commencé à l'expliquer, mais comment on en arrive en fait à aboutir à un nouveau modèle de management et surtout comment on le met en place? Alors, tout d'abord, vous savez, quand vous êtes directeur général ou directrice générale d'un groupe coté, vous êtes dans le vortex. Donc, vous faites face à l'hyperfinanciarisation et vous êtes en reporting trimestriel. Donc, si vous voulez pas être conformiste et faire comme tous les autres, il faut vraiment renforcer vos convictions personnelles. Alors, tout est parti de là. C'est ce que je dis aux dirigeants, on ne devient pas CEO, on aspire et on inspire à être CEO. Mais pourquoi? Pour changer les choses. Et moi, depuis des années, je fais des retraites avec des dirigeants. Parfois, je les fais tout seul, de plus en plus tout seul, mais je les fais avec des petits groupes de dirigeants. Alors, beaucoup issus de sociétés familiales qui assument l'horizon du temps long. Et on avait démarré avec Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, et Mathieu nous avait dit, mais écoutez, on va rester 4 jours ensemble. Alors, on n'était pas dans l'Himalaya, on est dans les Alpes suisses. Et le sujet que j'ai pour vous, dirigeants, c'est autour de la legacy. Alors, quel héritage voulez-vous laisser à la société? Alors, société petit S, la vôtre, ouais. et société grand S également. Donc, en fait, voilà, 4 jours à méditer sur ce sujet-là, d'un point de vue très, très philosophique. Bon, voilà, c'est un premier ancrage pour moi. Une deuxième source d'inspiration assez forte et qui m'a marqué à vie quand j'avais vu ce petit homme en sandales qui s'appelle Pierre Rabhi, que j'avais découvert grâce à Jacques aux Universités de la Terre en 2011. Je dis, moi, je veux faire un temps avec Pierre Rabhi. Et Pierre nous a enseigné, en fait, la notion de sobriété. Pourquoi toujours plus? Et moi, dans mon langage à moi, c'est pourquoi toujours plus de marchés, plus de clients, plus de produits, plus de chiffre d'affaires. Voilà, et donc le thème de la sobriété, il s'est fortement ancré en moi. Et donc ça a été les premiers éléments du modèle E3 dans ma conviction personnelle. Avec cette remarque de Pierre Rabhi qui disait, vous savez, quand un lion a faim, le matin, il se réveille, il va chasser l'antilope. Avez-vous vu un lion stocker 10 antilopes pour la semaine? Non. Donc voilà, donc la juste mesure de quoi avons-nous besoin et ce que j'en ai tiré, c'est quelle est la croissance essentielle, la bonne croissance. Et le troisième a encore plus marqué, moins inspiré par le personnage, plus par le processus, c'est Cyril Dion. Alors Cyril Dion nous a invités dans un monastère désaffecté au-dessus de Chambéry. Et puis il a eu cette phrase assez forte dès le début, il dit « Comme vous êtes des grands greenwashers en puissance, vous allez faire oui de la tête, vous allez m'écouter, vous allez dire oui Cyril, t'as raison, etc. Vous allez repartir dans votre quotidien et vous aurez complètement oublié vos promesses. Donc on va changer la règle du jeu. Vous allez envoyer un de vos enfants en amont du séminaire, 2 jours avant que vous arriviez. Donc un enfant, votre enfant de 12 à 18 ans, si vous n'avez pas un neveu ou une nièce. Et c'est votre enfant qui va vous poser les questions. Voilà. Et moi j'ai envoyé ma fille de 16 ans à l'époque. Et c'est sûr, ça crée un ancrage personnel. C'est que quand votre fille vous dit « Mais toi, papa, tu vas me laisser quelle planète en 2030 ou en 2035 ?» ça vous crée un ancrage psychologique très, très fort. Et vous avez répondu quoi, du coup J'en ai répondu qu'on a tous quelque chose à faire à notre dimension. On pense que voilà, la complexité du monde est telle que nous, on ne peut pas faire grand-chose. Et j'en ai tiré cette phrase de Voltaire que j'ai mis partout chez Nexans à l'époque, c'est « Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable ». Et vous le retrouvez dans mon livre, mais en fait, je me dis, en fait, on a tous une forme de responsabilité. Donc aussi, à moi de changer les choses comme je peux,
dans mon quotidien de dirigeant. C'est là, en fait, donc ces 3 sources d'inspiration, de là naît le modèle E3, en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. non, mais juste pour vous dire que avant un modèle, il y a une philosophie intérieure qui est assez forte et une conviction personnelle qui fait que voilà, je cherchais pas à faire un modèle Bien sûr. en tant que tel. Non, c'était une source d'inspiration. Après est arrivé entre-temps, tout ça s'est pas séquencé, mais il y a eu le temps du Covid. Et le temps du Covid, alors moi qui m'alimente énormément sur tout ce qui est vision, anticipation, etc., je revenais de Chine en janvier 2020. Et j'avais fait un tour de Chine, voir mes équipes, et j'avais vu les militaires chinois installer des capteurs de température dans tous les aéroports dans lesquels on allait. Je me dis, c'est moyen. C'est moyen. Et comme j'avais lu le livre de la CIA, le rapport de la CIA de 2017 qui avait été remis à président Trump, et je me souviens de cet encart, vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle librairie, cet encart qui dit « Risque de pandémie d'origine animale en provenance d'Asie avant 2022 », je me dis, les prospectivistes sont assez puissants, c'était déjà écrit en fait. Et on était la première société à commander les masques en janvier, qui nous ont été confisqués à la douane début février 2020. Et le 13 mars 2020, en France, donc le président Macron annonce l'état de guerre, entre guillemets, guerre contre le virus de la Covid. Et je me dis, voilà, ça c'est le moment. Là. C'est le moment où justement il faut... accélérer et repenser le modèle. C'est une crise devant nous, mais une crise est source d'opportunités, comme disent les Chinois. Et on avait fait ce travail en fait de fondation, de dire, voilà, on ne cherche pas la croissance à tout prix, on avait enlevé tous les indicateurs de croissance de tous les managers. On dit, nous, on a un problème de profitabilité, on a un problème de génération de cash. Donc, vous oubliez tout ce qui est croissance. Et ça, on l'avait déjà passé en 2019. Et on l'a accéléré en 2020. Et on leur a dit, écoutez, on avait imaginé une call virtuelle avec 300 managers dans le monde. On dit, voilà, la crise du Covid, c'est une crise systémique. Une crise sanitaire va générer une crise de revenus. Une crise de revenus va générer une crise de marge. Une crise de marge, pas de marge, va générer une crise de trésorerie. Pas de trésorerie, vous allez plus payer vos équipes, donc crise sociale. Voulez-vous gérer une crise sociale ? Réponse, non. Formidable. Très bien. Donc, on va maintenant faire fi de tous les indicateurs que vous pilotez tous les jours. Il n'y en a plus qu'un qui compte, c'est le cash. Et ils disent, ah oui, parfaitement. D'accord, impeccable, on avance. Donc, deuxième élément, il dit, nous avons profilé les 17 000 clients du groupe sur une trentaine d'indicateurs, et c'est pas le plus gros qui gagne, ni le plus petit qui perd, 30 indicateurs, le fit stratégique, le risque, les éléments financiers et environnementaux, et on leur dit, maintenant, nous allons supprimer 13 000 clients sur 17 000. Voilà, et on va se concentrer que sur 4 000. Bon, là, il y a eu beaucoup... c'est ce que j'ai envie de vous dire. Comment ils réagissent, en fait, les gens ? Très mal. Très mal. Et comment vous gérez ça, en fait ? Comment vous les embarquez, en fait, dans... En expliquant que le moins égale plus, que par le renoncement, on va apporter plus de profit. Mais comme on a été éduqué depuis 30 ans au toujours plus, à l'ère de l'abondance, de basculer dans l'ère de la rareté et de la contrainte, c'est surprenant pour eux. Mais j'ai dit, mais vous inquiétez pas, il y aura quand même une forme de croissance. Parce que qu'est-ce qui s'est passé on a envoyé une lettre à 13 000 clients en disant, écoutez, merci de votre fidélité, mais à partir de lundi prochain, non, vous n'avez pas le droit de refuser la vente. Donc, nos tarifs augmentent de 50%. Okay. Voilà. Pourquoi 50% ? Parce que si vous dites 5, les commerciaux vont négocier et à la fin, vous ne faites pas ce travail sur votre portefeuille. Réaction du coup des clients Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a 20% qui ont accepté la hausse. Donc on s'est dit, voilà, comme quoi on s'est bradé pendant des années. Mais c'est surtout, ça en fait qu'on a notre chiffre d'affaires a chuté de 20%, mais pendant la période Covid, donc comme j'étais une boîte cotée, je l'aurais fait en temps normal, mon cours de bourse aurait été divisé par 3. Mais là, comme c'était la Covid, et ça s'est fait avant juin 2020, donc ça s'est fait très très vite, les analystes ont vu du feu. Et qu'est-ce qui s'est passé le temps de la Covid ? Parce que nous, on avait fait un truc qui était assez bien fait, et les traders de la place de Londres et de Paris nous ont félicité là-dessus. C'est qu'on a dit, à l'époque, on parlait, repositionnez-vous en mars 2020, on parlait d'un petit rhume qui restera en Chine. Et nous, on a, avec nos équipes de modélisateurs, on a modélisé en fait la crise systémique économique de 2008, la crise des subprimes,
qu'on a couplé avec la crise sanitaire de la pandémie de Hong Kong de 1968. On a juste été chercher, nous on n'est pas médecins, on a été chercher les statistiques de la pandémie de 1968. Et en fait, quand vous regardez les statistiques, vous apercevez qu'en 1968, il y a eu 4 vagues successives, mais entre chaque pic de contamination, il y a eu 5 mois d'écart. Donc nous, on s'est dit, mars 2020, première vague de contamination, octobre 2020, 5 mois encore, mars 2021 et octobre 2021. Donc nous, on ne sait pas s'il y aura un vaccin ou pas, mais on dit, on a calé 4 vagues. Donc on dit, on va être dans le jus pendant 2 ans. Pendant 2 ans, et c'est pour ça qu'on doit choisir nos clients, on doit choisir nos produits. Et ce qui a été assez un phénomène incroyable, c'est qu'on a fait ce nettoyage de portefeuille en 4 mois. L'objectif étant de réallouer les capacités disponibles, les ressources, parce qu'on voulait licencier personne, au bon cholestérol, donc aux 4000 clients que nous servions, donc leur donner plus de capacités disponibles et de ressources disponibles. Et en fait, bien sûr, le chiffre d'affaires a chuté, l'EBITDA a chuté, mais le cash, on a libéré 500 millions d'euros de cash. Et il n'y avait aucun financier qui était capable d'expliquer pourquoi. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le coût de complexité, c'est que quand vous avez une combinaison très forte de beaucoup de marchés servis, de beaucoup de clients servis, associés avec beaucoup de produits manufacturés, en fait, ça a un coût qui a été étudié à l'époque en 1997 par Steve Jobs. C'est le premier à avoir travaillé ce coût de complexité. Et c'est un petit peu le problème des entreprises aujourd'hui, c'est que elles se transforment, mais elles utilisent toujours les mêmes indicateurs. Ça fait 40 ans qu'on parle de coût fixe et qu'on parle de coût variable. Il n'y a personne qui calcule vraiment en Europe le coût de complexité, sauf certaines sociétés américaines. Et on en a fait moi, j'en ai fait un livre sur cette partie économique, mais on en a fait également pas mal on en a fait une chaire à HEC pour expliquer le modèle E3 et le coût de complexité. Mais j'aime bien donner cet exemple, c'est sur l'iPhone. En fait, Apple est une des plus grandes sociétés au monde qui gère son coût de complexité. Pourquoi ? Quand vous allez visiter une usine de Foxconn depuis 10 ans, vous vous apercevez que le nombre de composants assemblés sont à peu près les mêmes. Ça a un peu gonflé, mais pas du tout à la même vitesse que le capital goods européen ou américain. Et pourquoi ? C'est que quand Apple lance un téléphone comme l'iPhone 17, par exemple, il arrête l'iPhone 15, il arrête l'iPhone 16, pour pas accumuler, en fait, en production, plusieurs appareils en même temps, plusieurs formes de produits et d'offres en même temps. Donc il fait un reset permanent pour avoir un coût de complexité qui reste étale d'une année sur l'autre. Tout le monde voit le côté mercantile, mais moi, étant industriel, je vois le côté industriel, et en fait, le coût de complexité peut libérer énormément de cash. Et donc, comment vous le calculez, ce coût de complexité ? C'est lié à votre outil industriel et ce que vous avez en production il y a une formule du coût de complexité il est un peu complexe parce que, en fait, le deuxième élément qui est à changer quand on voulait repenser le modèle, c'est on a le problème de l'éducation qu'en fait on nous a toujours éduqués dans l'ère de l'abondance et du toujours plus. Donc ça, on nous a pas éduqués dans l'ère de la contrainte. Ouais. C'est-à-dire, si j'ai pas de financement, si j'ai pas de matières premières, comment je peux faire mes résultats ? Ça, il y a très peu de formation là-dessus. Et le deuxième, il y a pas mal de formules mathématiques. Pour une petite histoire, c'est que moi, j'ai découvert ça en 2009, où j'ai été, à 38 ans, patron d'un PNL. Puis on me donne les clés du camion, 23 usines, et c'est les subprimes. Le camion, il est dans le fossé, on te file les clés de bagnole. Allez, bon courage. Et ils avaient vidé les réserves, il n'y avait plus rien. Et sur 4 usines qu'on me donne en management, on me demande d'en fermer 3. J'ai dit, écoutez, 3 usines à fermer en France, moi, je ne suis pas un coupeur de tête, je suis un développeur, là, ça me pose problème. Ouais. C'est pas sympa pour mon premier PNL. Me lancer dans la restructuration, c'est pas trop le sujet. Et j'ai fait venir un expert d'une petite boutique de conseil à Dallas, je m'en souviendrai toujours, qui était en fait spécialiste de cette notion du coût de complexité. Il arrivait, costard cravate à Paris, puis avec un jeune à côté de lui, cheveux blonds, très longs, t-shirt jaune, smiley, Bermuda, pas très corporate. Et il m'explique la notion de coût de complexité. J'étais très attentif, mais je le prends un peu à part, et puis je lui dis, mais ton collègue là, il doesn't look like an industrial, il fait pas très industriel. Et il me dit, non, des industriels, t'en as plein à la maison, qui regardent pas leurs chiffres, t'en as plein. Donc t'en as pas besoin. T'as pas besoin d'industriel.
Et il venait d'où, ce jeune homme Du même cabinet, mais il travaillait pour lui. Mais j'ai dit, mais il fait pas très financier non plus. Il me dit non, les financiers qui poussent les mêmes indicateurs depuis 20 ans et qui essayent de faire mieux que leurs prédécesseurs, t'en as plein. J'ai dit, mais il fait quoi? Il me dit, c'est un mathématicien. Ouais. Il va t'expliquer par les maths ce que vous ne voyez plus dans vos PNL qui sont complètement morcelés par la comptabilité analytique. En fait, la comptabilité analytique vous donne une vision de votre profitabilité qui est comptablement vraie, mais opérationnellement fausse. Et en fait, c'est cette capacité à reconstruire un PNL qui se rapproche de la réalité terrain. Vous avez, dans la réalité de terrain, quand vous êtes... soit vous vendez des services, soit vous êtes manufacturier, vous avez des produits qui vous tirent vers le haut et des produits qui vous tirent vers le bas parce que vous savez mal les faire, parce qu'il y a des coûts de non-qualité, parce qu'il y a des coûts de service qui sont beaucoup plus forts que ce que vous imaginez, parce qu'il y a de la distance, vous livrez à 1000 km alors qu'il y a d'autres clients qui sont à moins de 100 km. En fait, tous ces coûts de complexité, on les assemble et on requalifie en fait la vraie profitabilité de chacun des clients et de chacun des produits. Donc c'est un peu de travail assez granulaire, mais à la fin, vous avez la réalité de votre portefeuille client-produit. C'est hyper intéressant parce que j'interviewe pas mal de patrons. Vous êtes le premier en fait qui réellement, à échelle d'un groupe type Nexans, me parle de ça, c'est-à-dire de recalculer la façon dont on calcule justement comment la finance est au service de la réalité quelque part. Est-ce que peut-être que vous avez des conversations avec d'autres patrons qui ont cette philosophie-là, mais votre parole, elle est nouvelle pour moi. Je trouve qu'il y a un côté vraiment... on entend peu, en fait, c'est des grands patrons qui vous disent bah oui, on repense la façon dont on va penser la finance, dont on la met au service de la réalité et dont on pense la complexité, quoi, en fait. En fait, la problématique, c'est que depuis les années 2000, on a comment dire, amplifié l'expertise de la fonction. L'expertise achat, l'expertise finance, l'expertise... mais en fait, on a siloté tout le monde. Ouais, ok. En fait, chaque fonction est dans son corridor de nage. Et ce que les dirigeants, nous tous, avons besoin de réapprendre, et moi j'en fais partie, c'est l'art de la systémie et le pilotage de la complexité de Edgar Morin, de maîtriser la complexité. Et quand vous regardez aujourd'hui, prenez Elon Musk, lui, il maîtrise la complexité et il maîtrise la systémie. Quand il crée SpaceX, page blanche, et aujourd'hui, il a 70% de part de marché mondial de tous les satellites qui sont... Donc, en fait, c'est cette capacité à penser avec une vue d'ensemble et désiloter, en fait, ce qu'on a siloté pendant des années. Alors, j'ai beaucoup de confrères américains qui sont bien sur le sujet. Apple a beaucoup essaimé sur ces thématiques-là. C'est vrai, un peu moins en Europe, même s'il y a des patrons de PME qui comprennent bien cet élément. Et donc, c'est intéressant. Je reviens sur votre explication de comment est né le modèle E3. Vous l'avez très bien expliqué avec le Covid. Il y a une question qui me brûle les lèvres, qui est de se dire, finalement, quand on vous livre, j'ai lu vraiment, j'ai dévoré votre livre à l'époque pour aller dans le bon sens. Et je trouve que le modèle a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il est justement très simple, en fait. Donc, et en même temps, vous l'expliquez bien, les 3 E, dans E, il y a environnement. Et quand je vous écoute, je me dis, est-ce que l'environnement, la durabilité, la sustainabilité, entendu comme l'impact environnemental, économique certes, mais social et sociétal, était un driver dès le début ou pas, ou finalement, vous l'avez expliqué, le driver, c'était le cash, il fallait régénérer de la profitabilité. Et by the way, on s'est rendu compte que ce modèle E3 générait d'autres choses, dont l'engagement des collaborateurs. Et donc, c'est quelque part un co-bénéfice malin du modèle, ou c'était ancré dans votre philosophie? C'était la partie sociale et environnementale. Moi, je suis un homme qui est proche des blouses bleues, des cols bleus. D'accord. Donc, j'ai une empreinte sociale qui est très forte. Je suis un industriel, j'aime le terrain. Et j'ai cette empreinte environnementale que j'ai portée, moi, par mon inspiration personnelle, comme je vous l'ai dit au début. Il est vrai que ça a démarré par la partie économique. Parce que quand vous êtes dirigeant d'une boîte, société cotée, que plus personne ne regarde, qui est valorisée à 800 millions d'euros, ma date limite de péremption, elle est liée au profit, quoi. Donc, il fallait bien générer du profit. Et puis, le profit, c'est pas un mot vulgaire. Le profit, c'est l'investissement, c'est l'emploi, c'est le développement de la société. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, cette forme de renoncement qu'on a eue sur... Après, on l'a eu sur moins de marchés, mais au départ, sur moins de clients et moins de produits, nous a en fait libéré beaucoup de positifs et a été très vertueux sur la partie environnementale. Mais c'est vrai qu'on cherchait une formation à l'époque, avant le modèle E3 que j'ai inventé pendant la Covid.
Donc comme on a un peu de temps, vous voyez, j'ai pu. Donc avec mes collègues, on a regardé un peu toutes les formations disponibles pour nos exécutives à Harvard, à IMD, Columbia, MIT, INSEAD, HEC. Y a-t-il des formations un peu systémiques qui parlent bien sûr de finance, mais également d'environnement et également de social? Alors on a vu des fantastiques formations en silo, mais très peu qui avaient cet angle holistique. Même pas du tout. Donc on a lu 35 livres aussi en parallèle pour voir s'il y avait des modèles disponibles sur les Triple P, un Profit People Planet. Bon, bah, c'était Yaka Faucon, mais il n'y a pas la méthode qui va avec. Donc on a dit, bon, je ne voulais pas réinventer quelque chose particulièrement. Et en fait, on a d'abord regardé nos unités. Et on s'est aperçu que, voilà, on a pris nos unités profitables depuis longtemps. On a commencé à regarder leur empreinte carbone et leurs indicateurs environnementaux. On s'est aperçu que les déchets étaient recyclés à 100%, que leur empreinte carbone était en baisse de 5 à 10% par an depuis 5 ans, sans qu'on ait rien demandé, et qu'il y avait vraiment en innovation cette logique éco-design. Chance ou pas chance? Question qu'on s'est posée. On a été après sur la partie sociale. Taux de diversité et inclusion, 5 points supérieurs ou 10 points supérieurs à la moyenne du groupe. Taux d'absentéisme courte durée, pour moi, est un indicateur d'engagement très fort. On met les longues maladies de côté, seulement de 2%. Taux d'accident en usine très faible. Et budget sur les formations très fortement développé. Chance ou pas chance? Et en fait, on a eu l'effet waouh quand on a regardé les value burners, les activités qui étaient en très grande difficulté financière. Donc ça, c'était pas nouveau pour nous d'un point de vue économique. Et on a regardé leur réalité environnementale catastrophique. Non seulement ils brûlaient du cash, mais ils brûlaient également du carbone à tout prix, à tout va. Et donc, on a vu pas de recyclage des déchets, empreinte carbone qui, pour 10% de chiffre d'affaires, c'est à peu près 35-40% de l'empreinte carbone du groupe, mais il n'y avait aucun facteur exogène qui leur donnait une excuse par rapport à ça. Quand on leur parlait d'éco-design, ils ne savaient pas pourquoi était éco. Ils ne savaient pas si c'était pour économie ou écologie. Donc, voilà, un peu lost in translation. Et puis après, sur la partie sociale, on a vu des taux d'absentéisme supérieurs à 10%, des taux d'accident très très forts, taux d'inclusion-diversité à la benne, taux de formation à la benne. Rien. Donc, on s'est dit, alors tout ça, ce n'est pas une question d'indicateur, finalement, quand on regarde l'ensemble. Ce n'est pas une question d'investissement. Ce n'est pas une question de rhétorique. C'est que nous avons des patrons et des patronnes qui ont une vraie conscience économique, environnementale et sociale, et d'autres qui n'en ont pas du tout. On a même suivi un patron d'usine en Allemagne qui était dans une usine depuis longtemps et qui avait un taux d'absentéisme courte durée de 10%. On le bouge dans une autre usine, à 15 km de là, donc pas de problème de culture, etc. Ce gars est fantastique. Il va dans la nouvelle usine, taux d'absentéisme était à 3%, et 3 trimestres plus tard, 10%. Alors on l'a conservé quelque temps, parce que c'est un peu comme la souche d'un virus, on voulait voir comment il évolue dans le temps, mais c'était assez exceptionnel. Mais ce qu'on voulait dire à travers le modèle E3, c'est qu'en fait, c'est de la conscience managériale. Ouais. Et du coup, on a réinventé notre modèle nous-mêmes, et il y a un cabinet de conseil qui voulait me piquer l'idée. Et c'est comme ça que le bouquin est né. C'est que l'INPI m'a dit, si vous voulez conserver la paternité de l'idée, thèse, mémoire, livre, etc. Et éventuellement association avec une école. Et j'ai été voir Rodolphe Durand et Loïc Perrache qui ont bien voulu m'écouter. Je me souviens de ce moment, il y a 3 ans, où j'aurais fait la présentation. Grand blanc. Grand blanc. J'ai dit, Chris, t'as perdu ton temps, etc. Et en fait... Et Loïc, après 2 minutes de grand blanc, a pris la parole et dit « Non, mais en fait, tu viens de nous révéler que nous aussi, on est complètement silotés, quoi. On est pourtant... on a une faculté de grands penseurs. Ouais. Et en fait, on est complètement silotés. » Et c'est comme ça que la chaire est née. Et c'est comme ça qu'un business case est né, le modèle E3, qui a été écrit par Sébastien Becker avec d'autres professeurs supportés par Rodolphe Durand, testé par plus de 400-600 étudiants à HEC pendant 2 ans. Et aujourd'hui, vous le trouvez sur la plateforme d'Harvard. Et c'est le 2e case à Harvard, actuellement, le plus lu à Boston. Donc, on est assez fiers, grâce à HEC. Bravo. On a un peu fait
prolifération du modèle. Donc vous inspirez les autres, mais quand je vous entends, qu'est-ce qui vous inspire maintenant aujourd'hui, fort de tout ce chapitre, etc., de ce que vous avez fait pour Nexans? Vous regardez vers où, en fait? Vous vous dites... Il y a quelque chose de très fort quand on vous écoute sur la transmission. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il y a quelque chose de très fort sur l'envie de comprendre d'un point de vue mathématique du terme et d'un point de vue aussi de transmettre le modèle et de faire comprendre les choses de façon réelle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou vers où vous vous orientez en fait maintenant? Bien sûr, mais je trouve que en France, on pense bien, mais on fait mal. Donc, j'aimerais faire partie de ces penseurs et ceux qui transmettent, ça serait avec grande joie. Mais je veux aussi faire partie de ces doueurs. Et on a besoin de faire. Donc, surtout que je pense qu'en fait, on quitte un capitalisme de la promesse de 2010 à 2021. L'argent était facile, les taux étaient à zéro, c'était facile d'emprunter, les valorisations dans nos entreprises ont complètement explosé. La productivité, pourtant, n'a pas bougé. Et maintenant, ça y est, on est en mutation. Là, vous voyez, on parle de la bulle de l'IA, il y a des gros sujets sur la valorisation de certaines entreprises. Et je pense qu'on bascule sur le capitalisme de la construction, le vrai. Alors, les taux de croissance sont beaucoup plus faibles. Mais c'est 600 milliards d'euros dans les réseaux électriques. Nos réseaux électriques ont 40, 50 ans d'âge en Europe. La même chose aux États-Unis, il faut renouveler. Tout ce qui a été bâti dans les années 50, il faut le renouveler. C'est comme les centrales nucléaires, il va falloir en créer. On a besoin de plus de semi-conducteurs, on a besoin de plus de métaux, on a besoin de plus d'électricité. Mais tout ça, c'est du très concret. Voilà, c'est pas de la bulle IA, on a besoin... Et puis, d'industrie, même si quoi. Oui, de l'industrie, mais... j'allais dire, on a besoin de croissance essentielle. La croissance qui fait que vous avez l'électricité aujourd'hui et vous aurez de l'informatique demain et l'IA demain, parce qu'aujourd'hui, sans électricité, vous aurez un très gros problème. Donc je pense qu'on va rentrer aussi dans l'ère de la contrainte, parce que vous regardez l'Europe aujourd'hui, l'ambition européenne, elle est fantastique, sauf qu'on n'a pas la matière de nos ambitions. Les matières premières, on les a pas. Je rentre d'un voyage en Chine. J'ai voulu, de manière provocante, je ne l'ai pas fait encore, mais faire un article « Brussels, we have a problem ». Mais le train chinois est à pleine vitesse. C'est monumental. Moi, je vois... Ils avaient l'ambition d'ici 2032 d'implémenter plus de 50 gigawatts d'énergie solaire et d'énergie de ferme éolienne. C'est fait. En 26-27, c'est terminé. It's done. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? On se regarde un peu le nombril là, et je pense qu'on a un vrai sujet de... on parlait de transition énergétique, la Chine est en train de nous dépasser à pleine mesure, mais sur l'automatisation, robotisation, productivité, ils vont également très très vite. Vous voyez ce qui s'est passé sur les véhicules, sur l'automobile, mais personne n'avait prédit que la Chine allait devenir le premier exportateur mondial de véhicules hybrides et électriques. C'est-à-dire, j'ai été voir un spécialiste qui suit BYD. Maintenant, vous achetez une voiture qui ressemble à une Porsche Cayenne pour un tiers du prix d'une Porsche Cayenne. Donc, ce n'est pas juste une question de coût, c'est qu'il y a également, technologiquement, ils sont en train d'aller très, très vite. Donc oui, l'Europe, on a besoin de se réveiller. On a été très brillant à rajouter plein d'indicateurs, des labels, des commissions, des sous-commissions, des taxes. Ça, on est brillant pour ça, mais il y a un moment donné, le d'où il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, pour revenir à votre question, parce que je me suis un peu écarté de votre thème, mais qu'est-ce que je veux faire? Participer à des grands projets qui permettent à ce que l'industrie française ou européenne se batte face à l'arrivée de l'industrie chinoise qui va dévorer beaucoup de secteurs. Vous discutez avec des institutions, des politiques sur ces sujets-là, de politique industrielle ou de... Oui, bien sûr. Je suis globalement assez déçu. Là, j'ai été, si on fait une petite pause théâtre, parce que moi, j'aime bien écouter, regarder les artistes, et il faudra qu'on parle des architectes, parce que c'est ceux qui m'inspirent aujourd'hui. Là, j'étais au Théâtre de la Renaissance, aller voir la pièce Made in France. Alors, il faut y aller, parce qu'en plus, prolongation jusqu'à fin avril à Paris. Fantastique. C'est l'histoire d'un jeune syndicaliste qui va se battre pour éviter la fermeture de son usine, ou éventuellement en demandant la nationalisation de son usine. Voilà, c'est un peu le cas ArcelorMittal. J'ai adoré la pièce. En fait, elle est drôle, elle est satirique. Comment les politiques surfent sur l'effet de mode, la nationalisation, et comment ils jouent un peu leur pouvoir. Mais il y a aussi, en fait, cette naïveté de dire qu'ils n'y arrivent pas, quoi.
Donc, allez voir la pièce. Je pense que c'est assez inspirant. Moi, ce qui m'alerte toujours, c'est l'industrialisation d'un pays. Là, les Allemands souffrent énormément de la concurrence chinoise, et pourtant, c'est un pays très industrialisé. La France souffre de sa désindustrialisation. Et pour moi, une nation sans atelier de production, c'est une nation sans horizon. Parce que les ateliers de production, ce sont les territoires, c'est l'emploi dans les territoires. Est-ce que c'est une question de souveraineté, de protectionnisme, d'avoir peut-être qu'on est trop ouvert alors que d'autres, je pense aux États-Unis, à la Chine, ont plus des politiques qui, quelque part, protègent aussi leurs industries? Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Est-ce qu'on devrait plus protéger, avoir une vision industrielle en fait pour la France et pour l'Europe? Et si oui, laquelle en fait? Je pense que le rapport Draghi disait beaucoup de choses là-dessus. Je pense qu'on a besoin d'une vision industrielle européenne, c'est évident. La Chine a un besoin de conquérir plus de 100 marchés où ils vont prendre 40% de part de marché mondial. C'est-à-dire que il y a un petit livre qu'il faut lire, que je recommande à tout dirigeant, c'est le livre de François Julien, Les transformations silencieuses. C'est un philosophe français, donc c'est pas de business, mais il vous explique la pensée chinoise et par rapport à la pensée occidentale. Et vous comprenez un peu mieux ce qui se passe en Chine. C'est nous, dans notre pensée occidentale, on est très jeu d'échecs, quoi. Donc objectif, action, résultat, et puis on projette notre entreprise dans un monde qui est supposé linéaire. Ouais. La Chine construit pour le monde. Quand ils pensent capacité, ils ne pensent pas capacité du marché domestique, ils pensent capacité de la demande mondiale. Donc déjà, c'est le jeu de Go, ouais. C'est la conquête des territoires. Ils pensent planification stratégique à 10 ans. Et ils restent sur la ligne de leur planification stratégique. Donc en fait, ils planifient sur le temps long, mais ils intuitent sur le temps court. Parce qu'ils considèrent qu'on ne peut pas prédire les crises qui vont arriver à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Donc il faut une forme d'agilité, d'intuition, et que chaque crise va être une opportunité pour notre objectif de planification. Et ça, c'est très, très puissant dans le monde actuel. C'est hyper intéressant parce que ça rebondit sur quelque chose que vous avez dit au début, sur cette articulation entre le temps court et le temps long. Et je rebondis sur ce que vous avez dit, le cas Nexans, c'est-à-dire qu'il y a eu la Covid qui, quelque part, vous l'avez très bien dit, a permis d'avoir un flou entre le temps court et le temps long et de pouvoir tester des choses différentes. Est-ce que le problème, il n'est pas là? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez dit deux choses. Vous avez dit on a du mal à planifier. Il n'y a pas de planification industrielle, donc de la programmation, et donc à penser sur le temps long. Et en même temps, on est tellement sur les indicateurs qu'on est beaucoup sur le temps court. Et du coup, cette articulation ne se fait pas. Et ça m'intéresse parce que quand j'entends et quand j'interviewe pas mal de gens, les gens vous disent tout le temps, en fait, on n'arrive pas à faire l'articulation entre le temps court et le temps long. Et donc, on choisit le temps court, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution parfois. Comment vous avez fait, vous, en fait? C'est ça qui m'intéresse, en fait. On a pensé, en fait, pour donner un exemple concret, parce que je pourrais donner un cours très philosophique là-dessus, mais le temps long est nécessaire. En fait, je considère qu'un CEO, il a 3 rôles. Le premier rôle, c'est le rôle du skipper. Il doit montrer l'objectif sur le temps long. Voilà, notre horizon, c'est traverser l'Atlantique, et on va traverser l'Atlantique. Voilà, il y aura des tempêtes, mais c'est ça l'objectif. Donc, en fait, nous, en 2018, on s'est dit, on va avoir... sur 9 ans, 3 equity stories. La première, c'est pas de stratégie, c'est Restore Trust. Okay. Voilà, on a perdu tout le monde, on a perdu nos clients, nos employés, on a perdu l'engagement, on a perdu nos profits. Donc voilà, on oublie les plans stratégiques, on exécute correctement. Donc transformation, c'était 18-21. Mais on avait dit qu'avec un gros travail sur la réduction de complexité, comme je vous l'ai exprimé. Mais on s'est dit aussi qu'on a regardé notre histoire. Et notre histoire, c'était... qu'une entreprise comme Nexans est née techniquement sous d'autres noms, mais en 1879, au temps d'Edison, Tesla, Westinghouse, qui avaient besoin de câbles pour conduire l'électricité. Donc en fait, on est une société de 140 ans. Et quand vous regardez l'histoire de Nexans, en fait, les 80 premières années, on était un pure player de l'électrification. Pur acteur. On n'était pas dans le secteur du télécom, pas dans l'automobile, et ça. Mais on s'est dit, mais voilà... Revenons à ce que nous étions. Alors, par contre, avec un devoir de réparation, parce que on a servi les énergies fossiles pendant des dizaines pendant des décennies. Donc, on s'est dit, oui, redevenons un pure player de l'électrification, mais dans une logique de réparation de la planète. C'est-à-dire, on ne travaille plus avec l'énergie fossile, mais uniquement l'énergie durable. Et donc, on avait déjà préempté, en fait, la deuxième equity story, qui était de dire simplifier,
On passe de 34 sous-secteurs à 4, mais on a quand même tout le vecteur de la transition énergétique qui va nous porter. Et après, on s'est dit, le troisième equity story, ça sera amplifier. C'est pour ça que dès 2021, on avait dit, notre motto, c'est simplifier pour amplifier. On simplifie d'abord notre portefeuille client-produit pour transformer. On simplifie le nombre de marchés qu'on sert pour se bien concentrer toutes nos ressources, nos compétences, nos outils industriels, mais également notre innovation et notre management sur moins de secteurs. Et puis, devenons de meilleurs sur ces 4 secteurs que nous retenons. Et après, maintenant, voilà, mon successeur va amplifier ce que nous avons lancé. Ok, faire moins pour faire mieux, pour reprendre vos mots. Et en fait, le temps long et le temps court, en fait, c'est plutôt bien jumelé parce que, vous savez, on critique beaucoup les investisseurs, mais les investisseurs qui sont des long value, enfin, ils aiment le temps long, ils aiment le récit et ils ont apprécié cette cohérence, cette substance et cette consistance de messages pendant 7 ans, mais il fallait délivrer tous les semestres et on l'a fait. Ouais. Je reviens sur ce que vous avez dit, sur ce qui vous inspire. Vous m'avez parlé d'architecte. Du coup, j'ai eu la curiosité de vous demander pourquoi vous m'avez parlé d'architecture il y a quelques... Oui, parce que si je déroule un peu le rôle d'un CEO, donc il doit être un skipper, donc le temps long, on vient de l'exprimer, il doit être le chirurgien, c'est-à-dire un CEO qui reste dans sa tour et qui ne va pas dans la salle d'opération pour opérer et montrer à ses équipes comment on opère, comment on règle des problèmes, comment on sauve des unités, c'est pas un bon patron. Donc il y a le côté chirurgien et puis il y a aussi le côté gardener, donc jardinier. C'était parfois, il faut savoir semer maintenant pour récolter un peu plus tard. Donc, la gestion des talents, c'est embaucher les bons talents maintenant, vous mettrez 3-4 ans avant d'en avoir les fruits, mais c'est l'investissement. Et puis un jour, j'ai fait la rencontre de Philippe Chamberetta, grand architecte français, formidable. Et je me suis dit, en fait, il y a un quatrième volet, c'est que l'architecte. Pourquoi l'architecte ? Parce que l'architecte, il bâtit. Il pense le temps très, très long. Et j'ai pris une claque quand j'ai passé du temps avec lui, parce que je me suis dit, mais nous, dirigeants, on est quand même globalement très mauvais. Parce que vous allez écouter les architectes qui pensent des projets sur 20 ans. Je vais vous donner un exemple sur lequel Philippe est publiquement reconnu pour ça. Il travaille sur la désirabilité des Champs-Élysées. Pour les Parisiens. Aujourd'hui, les Parisiens ne vont plus sur les Champs-Élysées. C'est que les touristes. C'est vrai. Parce qu'avant, les Champs-Élysées étaient un lieu de rendez-vous pour les Parisiens. Il y avait les bons restaurants, il y avait les grands cinémas. On était fiers de passer l'après-midi sur les Champs-Élysées. Maintenant, on y passe éventuellement en voiture. Et donc, pour la mairie de Paris, il doit travailler sur la désirabilité des Champs-Élysées. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il ne prend pas un papier, un crayon et il dit « je vais réinventer les Champs-Élysées ». Il fait venir des historiens. Mais pourquoi l'axe des Champs-Élysées est dans l'axe du Louvre ? Comment les Champs-Élysées ont été pensés à l'époque, à la construction des Champs-Élysées ? Donc il fait venir les documentalistes, historiens, pour expliquer-moi l'histoire. Et après, c'est là où les architectes sont très forts, c'est qu'il y a l'art de la consilience. C'est-à-dire, il fait venir des scientifiques qui ne travaillent pas ensemble, mais il va les réunir. Il va faire venir des biologistes, des experts en biomimétisme, des experts en mobilité, des sociologues pour dire, mais Paris en 2040, sociologiquement parlant, ça sera comment ? Il les fait travailler ensemble. Et parce que son projet, il va mettre 5 ans à s'écrire, mais il doit survivre pendant 50 ans. Ouais. Donc il ne peut pas avoir une durée de vie de moins de 10 ans, parce que déjà, ça va prendre énormément de temps à le développer. Et c'est pour ça que je trouve que les architectes on a beaucoup à apprendre des architectes. Vous prenez un exemple américain, que j'avais échangé avec des journaliste à New York, c'est Klaus Umfeld, celui qui a inventé le Central Park. Ouais. Au 19e siècle, New York n'était pas New York qu'on connaît aujourd'hui, mais il n'y aurait pas Central Park aujourd'hui, ce serait un nid de pollution incroyable. Ouais, il y a quand même un architecte qui a pensé Central Park et la dimension de New York avec 100 ans d'avance. Ouais. On a besoin d'architectes, parce qu'aujourd'hui, il faut réécrire. Il faut réécrire les modèles, il faut repenser le monde de demain. C'est la fin d'un monde, mais c'est pas la fin du monde. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce travail de réécriture des modèles, de bâtisseurs, de ces côtés un peu architectes, d'ouverture, de conciliance avec les sciences, pour dire, voilà, il y a un monde nouveau qui s'ouvre à nous, et il va falloir piloter les entreprises de manière différente. Ouais. Très bon point. Christopher, on se revoit dans un an, et vous vous dites quoi ? Vous dites dans un an, moi je serais content, j'aurais réussi, ou si quoi ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Où est-ce que vous souhaitez vous voir dans un an, ou dans 10 ans, ou dans le temps long, dans 15 ans
Oh, je me souhaite rien particulièrement, parce que ma petite personne n'a pas d'importance. Moi, je souhaite juste un petit peu plus de politique structurée, voilà, pour nos enfants. L'émergence de nouveaux modèles d'entreprise, voilà, d'entreprises voilà, conquérantes qui réinventent leur manière de penser. Plus de contraintes sur les matières premières, parce qu'en fait, comme on est en train de basculer de l'ère de l'abondance à l'ère de la contrainte et de la rareté, où on n'aura pas toutes les matières premières pour faire ce qu'on a à faire, et qui du coup vont imputer fortement la croissance, ça va forcer à la réinvention des modèles. Si vous n'avez pas vos matières premières pour produire tout ce que vous devez produire, il va falloir bien faire des choix. Il va bien falloir renoncer à des marchés, renoncer à des clients, renoncer à des choses. Voilà, il faut que cette politique du renoncement, à la place du toujours plus, prenne place partout, au niveau politique, mais également au niveau économique. Voilà, je souhaite ça, mais... C'est intéressant. Je reprends les termes que vous avez évoqués. Vous parlez de renoncement, de sobriété, mais vous parlez jamais de décroissance. C'est voulu par rapport à la grammaire, on va dire, dans le monde un peu de l'impact. On oppose souvent décroissance. Ou est-ce que vous y mettez d'autres concepts, ou est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Ouais, je trouve que... J'en ai parlé, là, on en a parlé sur scène. Après le Made in France, on était en débat avec Dominique Médard, et on était assez d'accord là-dessus. Croissance, décroissance, ça ne veut rien dire. On aime bien les paradoxes, on aime bien les injonctions paradoxales. Non, il faut qualifier la croissance. Quand les analystes financiers me demandaient quel est votre taux de croissance, mais j'ai dit, c'est pas votre sujet, on s'en fout de ça. Mais dit, si, c'est important, c'est ce qui fait vos profits. Mais j'ai dit, non, vous avez vu. Enfin, le taux de croissance de Nexans entre 2019 et 2023 est de 0. Mais on a triplé nos profits, on a x10 sur le cash, donc arrêtez de me harceler avec vos taux de croissance. Il dit oui, mais quand même c'est nécessaire. J'ai dit bien sûr que c'est nécessaire, mais qualifions-la. Croissance volumique ou croissance en valeur? Parce que vous pouvez faire 3% de croissance, mais fait à travers l'innovation, donc c'est que du prix, ou c'est du mix, mais c'est pas plus de, on va dire, matières premières extraites. Marché brun ou marché vert? C'est-à-dire, travail pour le bon de la planète ou pas? Deuxième élément qualificatif de la croissance. Troisième élément qualificatif de la croissance, est-ce qu'il est fait de matière primaire ou secondaire? Est-ce qu'on est dans une logique d'économie régénérative ou pas? Je veux dire, quand on sera prêt à rentrer dans cette sémantique de qu'est-ce que la croissance, voilà, on en parlera. Ouais. Mais c'est ce que j'avais dit à mes équipes. J'ai dit, il y a un moment donné, nos déchets d'aujourd'hui sont notre croissance de demain. Donc, repensons nos modèles économiques pour travailler sur les matières secondaires, les recycler et reléguer une fois de plus en tant que nouveaux produits. Vous savez, comme je disais, l'ambition européenne sur la transition énergétique est fantastique, mais on n'a pas les matières premières, on n'a pas les mines. Et on n'aura pas de moins en moins d'imports dans les prochaines années, que ce soit cuivre, aluminium et métaux rares. Mais on est pourtant assis sur des mines urbaines. Aujourd'hui, on a beaucoup de réseaux électriques qui vont être démantelés. Vous avez le réseau télécom cuivre d'Orange qui va être démantelé. Je donne un exemple, ça c'est 250 000 tonnes de déchets cuivreux qui peuvent être récupérés et recyclés. Donc en fait, il faut rentrer dans cette économie régénérative parce que dans tous les cas, la croissance, on l'a sous les pieds. On les a. C'est comme vous savez, dans les tunnels de métro parisiens, vous avez des étages de câbles, ils ne sont pas tous en état de fonctionner, donc, parce qu'ils sont là depuis 1940 ou 1950. Donc, il faut démanteler. Et là, on aura notre source d'approvisionnement pour la croissance de demain. C'est intéressant. Du démantèlement naît la croissance, quoi, en fait. Exactement. Les déchets d'aujourd'hui sont la croissance de demain. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christopher. C'était un vrai plaisir de vous avoir au micro de Capital Social. Merci pour ce temps précieux et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Merci beaucoup.